Bonjour à tous, bienvenue à Demain le sport, une journée entière avec des athlètes, avec des institutions du sport, avec nos médias, France Info, l'équipe et France Télévisions réunis aujourd'hui pour réfléchir au sport de demain. Ça ne vous a peut-être pas échappé, dans moins de 2 ans maintenant, 673 jours exactement, commenceront les Jeux Olympiques d'été à Paris 2024, 706 jours pour les Jeux Paralympiques. Et donc nous voilà réunis pour cette première table ronde de la matinée avec nos invités, on les présentera dans un second temps, et Marc Ventouillac de l'équipe qui animera cette table ronde. Et la première question de la matinée, la France, une nation sportive ou compétitive? Je laisse justement la main à Marc Ventouillac. Oui, donc je vais d'abord commencer par présenter nos trois invités pour cette première table ronde. Marie Barzac, qui est directrice Impact et Héritage au comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le docteur François Carré, qui est cardiologue au service de médecine du sport du CHU de Rennes et ancien médecin de l'équipe de France de canoë-kayak. Et Marie-Josée Pérec, bon alors là, comme on dit, bon, Marie-Josée Pérec, on ne va pas vous la présenter, triple championne olympique, etc., etc., donc je ne vais pas le faire. Mais on en parlera après si vous avez des trous sur son palmarès. Donc juste un petit mot par rapport à l'intitulé de cette table ronde, j'espère qu'on ne va pas trop vous décevoir, parce qu'on va apporter la réponse, je pense, en 2 minutes. La France, nation sportive ou nation compétitive. Hier, on en a discuté 2 minutes avec Marie-Jo. Et Marie-Jo, la réponse à cette question, c'est quoi? Je pense que... Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est vrai qu'on en a discuté hier et je pense qu'on n'a pas besoin de réfléchir. On sait qu'en France, nous ne sommes pas une nation sportive. En fait, on y travaille. On aimerait que ce soit le cas. En fait, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour que la population puisse pratiquer en fait une activité physique. Et là, je ne parle pas vraiment de sport, mais en fait, on en est loin. Donc, finalement, on se dit que les résultats que nous avons dans les championnats, dans les différents sports, ce sont de très très beaux résultats comparés à vraiment ce qui se passe par exemple dans les écoles. Enfin, moi j'ai un petit garçon qui est au collège et je me rends compte qu'il a 3 heures de sport par semaine et puis je me dis mais 3 heures d'affilée, est-ce qu'on n'aurait pas pu lui mettre ça en fait dans la semaine, 1h30 par-ci, 1h30 par-là? Donc je pense qu'en fait, on ne l'est pas, on y travaille. On a vu qu'il y a eu des annonces qui ont été faites depuis le début d'année, de cette année. Les enfants dans les classes primaires peuvent pratiquer une petite activité physique qui dure 30 minutes. Mais toutes les écoles ne le font pas, en fait, ne sont pas obligées de le faire. Donc, en fait, on a quand même des moyens de pouvoir progresser en tout cas sur ces actions-là. Et c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est pour donner des idées, essayer d'avancer. Et puis surtout, nous avons les Jeux. Donc on se dit, avec ces Jeux-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on ne va pas juste attendre qu'on puisse avoir des médailles. Nous voulons des Jeux Olympiques derrière qui va nous apporter en fait un héritage, quelque chose de concret qui va servir en fait à la population. Et le rêve de nous tous, hein, c'est que ces jeux derrière, que notre population, qu'elle ait envie de faire du sport. Mais pour ça, il faut les accompagner, il faut leur donner la main, il faut leur proposer quelque chose, parce que les gens ne sont pas en fait habitués. Moi, je sais que le week-end, on court avec mon petit garçon, mais il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas quoi faire. Ils sortent, il y en a qui restent chez eux toute la journée. Il faut accompagner les gens, il faut aller les chercher chez eux, toquer à la porte et les dire venez, on fera ensemble. Donc les jeux, ça va servir à ça. En tout cas, on a envie que ça sert à ça. Oui, toquer à la porte, c'est une bonne expression, parce que d'autant plus que la situation des jeunes aujourd'hui, point de vue sport, elle est inquiétante, pour ne pas dire catastrophique. Et le docteur Carré, vous avez, je crois, quelques exemples à nous donner en la matière, hein, sur ce constat. Oui, c'est vrai que ça fait des années qu'on prévient la population, les
les dirigeants, les responsables, que la capacité physique de nos enfants ne fait que baisser. En capacité physique, on imagine toujours le champion. Non, non, la capacité physique, c'est votre capital santé, c'est mon capital santé. Plus je monte d'étage sans être essoufflé, meilleure est ma santé. Meilleure est mon espérance de vie en bonne santé. Ceci que j'ai fait un cancer, que j'ai fait un infarctus ou que je ne sois pas malade. Or, nos gamins, entre 1971 et 2011, ont perdu 25% de leur capacité physique. Je peux vous dire, puisqu'on fait une étude actuellement, on a des premiers chiffres qui nous montrent que c'est encore plus catastrophique. La capacité physique des collégiens continue à baisser. Ça veut dire simplement en 2 mots que leur espérance de vie est en train de diminuer. Les collégiens de 2022 vivront moins longtemps que les collégiens de 2010, par exemple. Il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Et comme l'a dit Marie-Josée, en fait, c'est les petits qui doivent commencer. Hein, quand j'entends dire qu'en 6e, par les professeurs d'éducation physique, 3 à 4 enfants sur 5 ne sont pas capables de sauter 4 fois sur le même pied, 4 cloche-pieds, c'est de la psychomotricité dont on parle là. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Prenez un ballon, lancez-le vite à un enfant, il ne l'attrapera pas. Il ne sait plus l'attraper, le ballon. Ce sont des choses qu'on voit. Donc, il faut vraiment changer cette habitude. Je crois que c'est essentiel. Ouais, et là-dedans, Paris 2024, qu'est-ce qui fait bon? Si ma belle-mère était encore de ce monde, elle dirait bon, les Jeux Olympiques, c'est pour avoir des médailles. Bon, point final. Bon, mais concrètement, pourquoi Paris 2024 s'est saisi de ce dossier? Bien parce que vous avez compris, la situation est grave et notre premier enjeu d'héritage, c'est de faire bouger les Français et de promouvoir l'activité physique et sportive au quotidien. Donc on a beaucoup travaillé avec le professeur Carré et ses collègues. Le collectif pour une France en forme nous a beaucoup éveillés sur la situation et nous a amené à vraiment réagir et à proposer des solutions en utilisant Paris 2024 comme une locomotive pour donner rendez-vous à tous les acteurs pour faire ensemble, en même temps, et mettre tous nos moyens sur les mêmes actions. C'est un peu ça notre méthode, puisque on a ce rendez-vous en 2024. Il faut qu'on ait changé des choses avant 2024. On a vu ce qui s'était passé sur des expériences passées, comme Londres. Peut-être qu'il s'était pris trop tard. En tout cas, nous très tôt, on s'est dit il faut agir avant 2024 pour que ce qu'on leur a planté comme graines avant 2024 perdure au-delà de 2024. Donc la première action qu'on a mise en place, c'est celle de l'expérimentation de 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école pour répondre à la problématique évoquée par le professeur Carré, parce que si on ne bouge pas entre 6 ans et 11 ans, on ne bouge pas quand on est adulte, et c'est aussi à cet âge-là qu'on développe les habiletés motrices, qu'on sait faire un cloche-pied, et qu'on peut prendre du plaisir à pratiquer du sport quand on est un adolescent, parce qu'on sait bouger avec son corps. Si on ne sait pas attraper un ballon, on ne va pas commencer le handball, le volley ou le basket à 15 ans. C'est impossible, on ne prendra aucun plaisir, donc on ne reviendra pas sur la pratique. Donc l'objectif, c'est 30 minutes. On les a expérimentés, évidemment, avec l'Éducation nationale. C'est l'Éducation nationale qui a lancé l'expérimentation. Nous, on l'a accompagné. Avec l'Agence nationale du sport, on a produit des kits sportifs pour les écoles, pour que les enseignants aient du matériel pour mettre en place l'activité, parce que ce n'est pas évident de savoir comment faire. Et puis des enseignants, nombreux dans des rectorats, ont produit des fiches pédagogiques pour donner à leurs collègues des idées de mise en place de l'activité. Fort de ça, il y a un tiers des écoles quand même qui volontairement ont déployé ces 30 minutes avec leurs élèves, et donc le président de la République a annoncé la généralisation. Alors Marie-Jo, tu as raison, c'est aujourd'hui pas complètement généralisé, toutes les écoles ne l'ont pas mis en place, c'est dans le programme, donc maintenant elles vont devoir le faire. Il faut encore accompagner pour faire connaître la méthode pour la mise en place de cette activité, mais surtout pour faire connaître les bénéfices de l'activité, parce qu'en fait c'est surtout ça le déficit. On entend des syndicats qui disent la complexité de la mise en place de la mesure, mais en fait le fond du problème, quand vous avez compris que les enfants de demain ont une expérience de vie inférieure à ceux d'hier, mais tout de suite vous vous dites ok, je m'y mets, je prends la fiche, je prends le kit, je mets des plots, je mets un dossard et je fais jouer les enfants, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ça, et ça pour nous c'est l'héritage le plus important qu'on souhaite laisser. Marie-Jo, à la fois en tant que sportive et aussi en tant que maman, comment tu imagines l'impact que peuvent vraiment avoir les Jeux Olympiques sur la pratique sportive de Monsieur Tout-le-Monde et surtout des enfants, mais pas seulement que des enfants? Alors pour moi, en fait, les sportifs, ce sont des exemples. Et je pense qu'on devrait, en fait, on est à 2 ans, on est à 2 ans des Jeux. Je pense que on devrait envoyer les sportifs dans les écoles,
en fait, pour tout simplement accompagner les maîtresses, puisqu'en fait on parle des plus petits, hein, parce que lorsqu'un sportif entre dans une classe, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, les enfants ne me connaissent pas. On montre une course et puis tout de suite derrière, ça y est, c'est parti. Et en fait, nous sommes des exemples et on doit, en tout cas c'est notre devoir, en fait, d'aller, d'expliquer, de faire briller les yeux pour que les enfants qu'ils aient envie derrière. Et ces enfants-là, quand ils rentrent chez eux, ben forcément, ils en parlent aux parents, et puis derrière, il y a des parents qui feront l'effort. Mais quelquefois, les gens sont démunis, ils ont envie, mais ils ne peuvent pas. Donc je pense que là aussi, il y a quelque chose en fait à faire pour que il y a des populations en fait les gens n'y pensent pas parce qu'ils sont concentrés sur qu'est-ce que je mets dans l'assiette ce soir. Donc ils sont pas là à se poser la question est-ce que je dois me dépenser? Non. Les gens ont d'autres préoccupations qui sont beaucoup plus importantes pour eux. Donc en fait, il faudrait il faudrait leur proposer des choses dans les associations, dans les villes. Enfin, je pense qu'il y a des choses en fait qu'on peut mettre en place. Alors ça va prendre du temps, mais puisque nous le savons, commençons à le faire. Et à titre personnel, toi, les Jeux Olympiques en tant que gamine, que spectatrice, ça a joué dans ton envie de faire du sport ou pas du tout? En fait, moi j'ai eu beaucoup de chance. Avant même de savoir que les Jeux existaient, moi j'ai grandi en Guadeloupe, donc les enfants en Guadeloupe de cette époque, parce que ça a beaucoup changé, on montait au cocotier. Moi j'habitais à côté d'une rivière, j'arrêtais pas de courir. En fait, moi, j'ai grandi en me dépensant toute la journée, quoi. Et puis, j'étais une pile électrique. Donc, et d'ailleurs, moi, je pense, puisque moi, j'ai démarré ma carrière à 16 ans, je pense que je me suis bien entraînée toute seule pendant 16 ans, quoi. Parce qu'on était tout le temps dehors. Et aujourd'hui, les enfants en Guadeloupe ne sont plus comme ça, parce qu'ils ont tous leur console, leur ceci, leur cela. Donc la population, en fait, elle a changé. Les gens ne mangent plus comme avant non plus. On veut tous aller très vite, donc les gens ne cuisinent pas. Et donc tout ça, ce sont des problèmes où il faut en fait éduquer en fait la population pour qu'il y ait du changement. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, docteur, du nombre de jeunes qui perdent leur capacité cardiovasculaire par rapport à il y a plusieurs années. Est-ce que c'est un mouvement irréversible ou est-ce qu'il y a des exemples dans le monde qui vont en sens inverse? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que les Anglais, qui est une nation plus sportive que la France, est-ce que les Anglais, les Jeux Olympiques, ça a apporté quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont fait des expériences où on voit que la tendance se renverse un peu? Alors, effectivement, les données que j'ai citées, ce n'est pas spécifique à la France, c'est dans le monde entier. Il y a eu un article australien qui date de 2011 qui montrait bien que dans tous les pays, c'était pareil. Alors, les pays, bien sûr, économiquement moins développés, économiquement moins favorisés, ça diminue un tout petit peu moins. Les Anglais, c'est vrai. Alors, oui, ce que j'ai oublié de dire, en fait, et un petit peu Marie-Josée l'a dit, c'est que les enfants bougent de moins en moins, mais restent de plus en plus assis. Et maintenant, on s'est rendu compte que le temps passé assis représente un risque pour notre santé. Ça suffit pas il faut bouger, mais il faut aussi faire en sorte qu'on soit un peu moins assis. C'est pour ça qu'on recommande de se lever 2-3 minutes toutes les heures et demie ou 2 heures passées assises. Parce que quand vous restez assis longtemps, en fin de compte, vous mettez votre organisme en hibernation. Et d'ailleurs, vous en êtes tous rendu compte. En tout cas, moi, je l'ai vécu et je le vis de temps en temps. Vous restez 4 heures devant un ordinateur, vous n'arrivez plus à lire ce qui est écrit sur l'ordinateur, vous êtes devenu un peu bête, si je peux dire. Vous vous levez, vous marchez 3 minutes, vous revenez, vous redevenez intelligent, vous comprenez ce qu'il y a sur l'ordinateur. Donc vous avez la preuve formelle que de rester assis comme ça, c'est pas très bon. Et les gamins, avec leur console, leur portable, etc., ont complètement changé. Donc tous les pays sont touchés par ça. Même la Suède, l'Europe du Nord, qui a des capacités physiques bien supérieures aux nôtres avant, eh bien, elle baisse aussi. Alors il y a
eu un essai qui avait été fait par les Jeux Olympiques de Londres pour leur héritage à eux, si je peux dire. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'avaient appelé. En fait, ils sont peut-être trompés de message. C'est que leur message, ça a été de dire on va faire en sorte qu'il y ait le plus d'enfants après les Jeux Olympiques qui s'inscrivent dans les fédérations. Et là, c'est plus de l'activité physique, on parle de sport. Or, nous, médecins, on ne dit pas aux gens faites du sport. Si vous voulez en faire, tant mieux. Mais on ne va pas dire à tous les gens qui n'ont pas envie de faire du sport faites du sport, il faut absolument. Ce n'est pas le sport qui est vital, c'est de bouger qui est vital. Donc peut-être que là, il y a une petite erreur qui s'est passée. Et il y a un pays qui est un pays exemplaire, c'est un petit pays, c'est la Slovénie, de 2 millions d'habitants à peu près, 200 000 enfants, qui dans les années 90, alors eux, la Slovénie depuis des années, mesure la capacité physique des enfants. Ça c'est mon rêve, un jour que dans le carnet de santé des enfants, il y ait la capacité physique chaque année de l'enfant. Parce que si je vois la capacité physique baisser, ça veut dire que la santé de l'enfant baisse. C'est beaucoup plus important que le poids, c'est beaucoup plus important que la taille. Bon, je ne sais pas si on va y arriver, mais on essaye d'œuvrer là-dessus. Bon, la Slovénie le fait, elle a la capacité physique, et en 90, 95, qu'est-ce qu'elle voit? C'est l'arrivée d'Internet. Elle voit que la capacité physique, alors eux, ça va de 6 ans à 18 ans, ils suivent, et la capacité physique des adolescents baisse. Là, ça les alerte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que nous, on devrait faire, ils ont augmenté le temps d'éducation physique à l'école. La capacité physique a remonté. Donc, ils ont inversé la courbe. C'est ce qu'on espère arriver à faire, nous aussi, exactement. Là, on a un petit frein, si je peux dire, c'est que chaque fois que je vais voir l'éducation nationale, j'ai toujours la même réponse. On va mettre de plus en plus de mathématiques, donc il faut qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter. Et je n'arrive pas à les convaincre que si je bouge avant de faire ça, c'est ce que va faire les 30 minutes d'activité physique. J'apprends plus vite. Et je retiens mieux. Donc, en fait, c'est une erreur de penser, mais qu'il faut dissocier les deux. L'activité physique, l'éducation physique doit être une matière comme les autres à l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est la matière d'ajustement. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. 3 heures d'éducation physique à la suite. Comme ça, on est débarrassé en fin de compte. Elles sont dans la semaine. Mais attendez, ce n'est pas du tout ça. L'activité physique, ça marche 24 à 36 heures. Donc, il faudrait qu'il y ait 1 heure répartie 3 fois dans la semaine. Et là, on est prêt à aider l'éducation nationale pour leur expliquer que tout ça, c'est des choses qu'on connaît et que ça marche dans certains pays. La Slovénie arrive. Ça me fait juste penser à quelque chose, là, les 3 heures. Moi, quand j'étais gamin, et ça doit vous le rappeler aussi, il me semble que, je ne sais plus si c'est le gouvernement Messmer ou le gouvernement Chaban-Delmas, ils avaient dit qu'il va y avoir 5 heures de sport par semaine, dont obligatoirement 1 heure de natation. Bon, on n'y était pas tout à fait, on n'y est toujours pas d'ailleurs. Mais on va laisser de côté un petit peu le secteur de l'éducation nationale. Concrètement, Paris 2024, qu'est-ce que vous faites? Vous avez parlé des jeunes tout à l'heure, mais il n'y a pas que les jeunes que vous ciblez. Il y a un nom horrible, c'est le design actif. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez nous l'expliquer. Et puis enfin, qu'est-ce que vous faites de manière à ce que les gens, non pas les Jeux de Paris 2024, mais le fait qu'il va y avoir les Jeux en 2024 leur donne envie de se dépenser? Effectivement, après bouger plus à l'école, on veut bouger plus en ville. Et donc là, on mobilise le design actif. Alors, qu'est-ce que c'est le design actif? En fait, c'est de l'aménagement urbain qui favorise l'activité physique. Donc, vous allez aménager un espace dans la ville, vous allez mettre des arbres, vous allez mettre de l'éclairage, vous allez mettre une déambulation avec des montées, des descentes. Et en fait, les gens vont naturellement passer par là plutôt qu'aller tout droit à droite parce que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable. Et d'une façon complètement naturelle et spontanée, les gens vont finalement faire de l'activité physique sans même avoir décidé d'en faire, de façon très spontanée. Donc c'est ça, grosso modo, le design actif. Donc pour nous, on l'a identifié toujours avec le médecin à nos côtés comme un levier important pour notre pays, pour aménager le territoire. Donc c'est à l'échelle de toutes les villes. Donc nous, on pousse aujourd'hui beaucoup de ces solutions. Elles existent déjà. On a déjà des démonstrateurs. La ville de Copenhague, pour ceux qui sont peut-être allés à Copenhague, vous avez sur les bords de l'eau des trampolines où vous voyez les habitants faire du trampoline au cours de leur balade du dimanche. C'est ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui, nous, on a poussé des guides de design actif à l'attention de toutes les collectivités, notamment les collectivités terres de jeux qui s'engagent à faire des choses à la faveur des jeux. On a poussé également des fiches pratiques pour trouver des solutions.
Je pense au pédibus, François Carré est très attaché à ça. Comment on arrête d'emmener les enfants en voiture et comment on va plutôt y aller à vélo et à pied. Et donc les pédibus, c'est un bus à pied en fait, tout simplement. Donc ça coûte pas cher, il faut juste avoir l'idée et l'envie de le faire. Donc toutes ces solutions-là, aujourd'hui, nous, on les pousse. On veut en faire des démonstrateurs. On discute avec également le ministère de la Ville pour que l'aménagement en design actif soit obligatoire dans les projets d'aménagement des quartiers populaires, des quartiers politiques de la ville, parce qu'on a aussi très clairement identifié que la carte de France de la pauvreté et de la sédentarité, c'est la même. Donc c'est en particulier dans ces quartiers qu'il faut porter un effort et donc aménager en design actif ces quartiers. C'est vraiment important. Et dernier point, on a aussi convaincu l'éducation nationale d'intégrer le design actif dans les cours d'école, parce que là aussi, il y a des inégalités terribles. Vous le savez peut-être si vous avez des enfants qui vous racontent que les garçons jouent au foot au milieu de la cour et les filles jouent à autre chose à côté en regardant les garçons. Donc ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Et le design actif, c'est-à-dire aménager la cour de récréation avec du marquage au sol, avec des cages à poules, avec des agrès, favorise l'activité sportive de tous. Et donc, du coup, là aussi, on l'a intégré dans les cahiers des charges, donc pour la rénovation des écoles et la construction de nouvelles écoles, ça va être en place. Je vous donne rendez-vous au village olympique. Il y aura une école dans le quartier Pleyel qui sera un très beau démonstrateur en 2024. Et autre point sur lequel vous insistez beaucoup, je crois, c'est le sport en entreprise. Comment, dans le cadre du travail, on peut faire du sport? Tout à fait, toujours dans cette même idée de proposer de bouger plus là où les gens sont. Donc ils sont à l'école, ils sont en ville, mais ils sont aussi au travail. Et là aussi, on mobilise le design actif. Il y a aussi des entreprises qui ont trouvé des solutions grâce au design actif. Donc là, c'est l'aménagement finalement de l'espace de travail pour favoriser l'activité sportive. Donc c'est des vélos bureaux, si vous en avez peut-être vu. C'est du marquage au sol pour guider les collaborateurs vers les escaliers plutôt que les ascenseurs. Souvent, quand on arrive dans un siège social, on se retrouve face aux ascenseurs. Donc là, on oriente vers les escaliers. On habille les cages d'escalier pour les rendre attractives, sympas et chouettes. On va y apprendre des choses. Et donc, du coup, on prend plus facilement l'escalier. Et puis, là, donc ces guides design actifs, on les a produits. Et on lance lundi, au siège de Allianz, qui est un de nos partenaires, un concours auprès de tous nos partenaires sponsors qui s'appelle Go for 30, parce que 30, c'est les 30 minutes d'activité quotidienne pour les adultes. Et tous nos partenaires ont des idées qu'on leur pousse et un challenge pour faire bouger plus leurs collaborateurs. Pour nous, là aussi, c'est un démonstrateur. Nos sponsors seront du coup la boîte à idées pour donner à toutes les entreprises de France envie de faire bouger leurs collaborateurs. Parce qu'au-delà de la santé des collaborateurs, c'est comme pour les enfants, pour la concentration, c'est aussi un outil de cohésion extraordinaire et de climat de travail dont ont besoin aussi les DRH. Donc on veut aussi largement faire bouger sur le lieu de travail. On a préparé cette réunion un petit peu avant, hier, juste avant aussi. Puis il y a quelque chose, alors là je vais vous piéger peut-être tous les trois, je m'en excuse parce que j'y ai pensé là maintenant, et c'est aussi quand même assez important. Il y a quelque chose dont on n'en a pas parlé, là on est sur les Jeux olympiques, il y a aussi des Jeux paralympiques. Et à ce propos, je vous rappelle que le samedi 8 octobre, il y a sur Paris, place de la Bastille, la journée paralympique, un petit peu sur le modèle de la journée olympique. Et donc là, vous pourrez découvrir des sports paralympiques, rencontrer des sportifs paralympiques, enfin beaucoup d'animations. Mais le sport handicapé ou de personnes en situation de handicap, pour parler politiquement correct, comme on le fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, docteur, par exemple, le même déficit justement dans ces populations? Est-ce que ça bouge actuellement? La deuxième question qui s'adresse aussi à tous les trois. Alors oui, dans ces populations, comme dans les populations de malades chroniques en général, il faut savoir que de ne pas bouger, par exemple, ou quand on a fini de parler des enfants, parlons des adultes, favorise de 30%, j'augmente de 30% mon risque d'avoir une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie dont je ne guéris pas. Diabète, les pathologies neurologiques, sclérose en plaques, peu importe, Parkinson, toutes ces choses dont on parle maintenant. Donc ces gens-là sont limités. Et ces gens-là sont beaucoup moins actifs que les gens qui ne sont pas encore malades, qui ne le sont déjà pas beaucoup. Les handicapés sont bien sûr encore... les personnes en situation de handicap sont encore plus touchées. Mais je pars du principe, et c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes collègues, c'est que je ne connais pas une pathologie, une maladie qui interdise définitivement toute activité physique. Si je vais dans l'extrême, je peux très bien, chez un patient qui est très handicapé, par exemple, après un accident vasculaire cérébral, qui ne bouge que ses doigts, que ses mains. Mais il vaut mieux qu'il bouge ses doigts, ses mains, que rien. C'est toujours bénéfique.
C'est toujours bénéfique, on n'y perd jamais. Et pour qu'on voit bien l'évolution qu'il y a, alors on sait, l'activité physique fait partie du traitement des cancers. L'activité physique est la seule manière de diminuer la fatigue après une cure de chimiothérapie. Nous n'avons aucun traitement. C'est un cardiologue qui vous le dit. Donc c'est que j'ai écouté les cancérologues, qui sont des gens quand même qui ont un métier particulièrement difficile. Vous avez la sclérose en plaques, je prends cet autre exemple parce que c'était extraordinaire de voir ça. 2005-2010, on disait quoi? Pas d'activité physique dans la sclérose en plaques. Vous déclenchez des crises. À Rennes, on fait les olympiades de la sclérose en plaques maintenant, tous les ans. C'est-à-dire que les patients qui ont des scléroses en plaques font de l'activité physique ensemble. Alors je rassure tout de suite Marie-Josée, on ne donne pas de médaille aux Olympiades, hein, c'est juste un nom pour faire de la com un petit peu. Mais c'est pour vous dire combien ça a changé. Quand j'entends qu'à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, l'hôpital où il y a les gens qui ont les troubles psychiatriques, la chef de l'hôpital me dit, Monsieur Carré, nous on fait faire de l'activité physique à tous nos malades et on diminue le traitement de tous nos malades. Mais c'est extraordinaire. Alors nous, cardiologues, ça fait très longtemps qu'on est pour l'activité physique. Et pour clore, là, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est quand j'entends les neurologues, qui sont pour moi les intellectuels de la médecine, je ne les comprends pas toujours quand ils me parlent, ils me disent, tu sais François, l'activité physique, c'est la nourriture du cerveau. Et ils ont raison. Et on retombe sur les enfants et on retombe sur ce qu'a dit Marie précédemment. Quand je travaille, mais si je bouge et que je fais des coupures, je serai beaucoup plus productif. Dans ma tête, ça va être beaucoup mieux. Donc, je ne connais pas une maladie à qui on ne puisse pas faire. Alors après, c'est notre job à nous de trouver quelque chose qu'ils puissent faire. Oui, et Marie-Jo, depuis que tu fais du sport de haut niveau, donc tes premiers jeux c'était en 88, oui, parce qu'elle n'a pas commencé par gagner, hein, elle a gagné en 92, mais avant elle a fait quelques petites courses par-ci par-là. Donc depuis 88, est-ce que toi tu sens que dans la société, le regard des gens sur le sport paralympique change? Est-ce que tu sens qu'il y a dans les clubs plus de gens en situation de handicap qui viennent, qui peuvent venir? Alors moi, je dirais en fait que le regard des gens en fait a commencé à changer après en fait suite aux Jeux de Londres où justement en fait il y avait beaucoup plus d'images en fait il y avait de la retransmission beaucoup plus en fait sur les paras. Et puis en fait on s'est rendu compte que finalement en fait, ça n'était pas la population qui ne voulait pas regarder, puisque d'un coup, les gens étaient... il y a eu en fait un engouement et les gens en redemandaient. Je pense que, en fait, les médias n'ont peut-être pas proposé en fait cela parce qu'ils pensaient que ça n'aurait pas intéressé. Et pour moi, vraiment, ça démarre en fait sur les Jeux de Londres. Et puis, moi je dirais que même pour un sportif valide, en fait on s'est rendu compte. Pourtant, on s'est entraîné avec des paras. Moi, je connaissais bien Isaura qui avait gagné une médaille en fait à Barcelone sur 1500, enfin, qui est de chez moi en plus, donc on avait beaucoup échangé. Mais d'un coup, ce sont devenus des exemples. Parce qu'en plus de leur handicap, ce sont des athlètes qui ont des performances mais extraordinaires. Je peux parler, par exemple, d'Alexis Anquincan, qui vient de battre les valides sur le dernier triathlon à Deauville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter. Donc pour nous, ce sont nos dieux à nous. Enfin, nous, ce qu'on espère, c'est que, en fait, c'est qu'on puisse en voir encore plus, en tout cas que ces sportifs puissent aussi aller dans les écoles, échanger avec les enfants, parce que je pense que c'est en fait c'est de là justement, parce que en fait un enfant il est tout, enfin en fait il n'a pas de problème. Les enfants handicapés et les enfants valides, enfin je pense que c'est nous qui amenons en fait les problèmes. Donc je pense que si on éduque nos enfants, derrière la population en fait elle aura cette bienveillance, cet accompagnement en fait avec les avec les handicapés. Voilà. Et Paris 2024, bon, il y a non pas un affichage politique, une décision politique ferme
au niveau de Paris 2024, de mettre sur le même pied d'égalité les Jeux olympiques et paralympiques, et au niveau justement de tout ce qui est héritage, accompagnement, autrement dit, tout ce dont tu as parlé précédemment, est-ce que ça vaut également pour les paralympiques ou est-ce que vous avez des actions spécifiques ? Oui, exactement, parce qu'il faut aller plus loin que le traitement égalitaire entre les deux événements. On a une action forte sur le changement de regard sur le handicap que Marie-Jo vient d'évoquer, notamment à l'attention des jeunes. À l'occasion de la semaine olympique et paralympique, tous les ans, on organise une semaine par an, une semaine dans des écoles maternelles aux universités, une semaine où il y a plus de sport, mais aussi une semaine où on parle des valeurs du sport, olympique, paralympique, et aussi on change le regard sur le handicap. C'est un des 3 objectifs de cette semaine-là. Tous les ans, depuis 2017, c'est entre 2 tiers et 3 quarts des projets qui travaillent autour de l'inclusion et qui font découvrir des parasports. Il y a aussi à cette occasion beaucoup de visites d'athlètes olympiques, paralympiques qui viennent participer notamment à des séances de parasport. Donc ça, c'est un premier point. Et du coup, cette année, on en a fait une thématique propre. Donc en 2023, je vous donne rendez-vous, la première semaine d'avril, dans les écoles, les lycées, les collèges, ça sera la thématique. Notre objectif étant de faire découvrir les parasports, les Paralympiens, et travailler autour de l'inclusion toute l'année auprès des élèves. Et donc on sait que les enseignants vont s'en saisir parce que les projets qui sont portés dans le cadre de cette journée, c'est les enseignants qui les portent et donc très naturellement on voit bien que leur première envie, c'est de changer le regard sur le handicap de leurs élèves. Donc ça, c'est un premier levier. Pour le second objectif que vous évoquiez au tout début, qui est celui de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, qui est 2 fois moins importante que les personnes valides. Là-dessus, on a un enjeu majeur qu'on partage, c'est celui de faire comprendre auprès de la population, et notamment des médecins, qu'il faut arrêter de ne pas prescrire la capacité de pratiquer un sport dans un club. Parce qu'il y a encore aujourd'hui trop de certificats médicaux de contre-indication à la pratique sportive quand on est en situation de handicap. Ça, c'est dramatique, parce qu'au contraire, c'est recommandé, il faut le faire. Donc ça, c'est un premier point, mais surtout, il faut des lieux pour pratiquer. Et donc là, on accompagne financièrement un certain nombre de clubs à l'échelle aujourd'hui de Paris et de la ville du département de la Seine-Saint-Denis, qui, je vois un club dans la salle d'ailleurs, qui ouvre des sections parasport, à l'occasion desquelles ils vont du coup proposer une discipline sportive. Et pour ça, on forme à la fois l'éducateur à se former pour accueillir des personnes en situation de handicap, et on forme aussi les membres du club à être para-accueillants. Parce que c'est pas toujours facile d'accueillir des personnes en situation de handicap. On est souvent mal à l'aise, on ne sait pas comment en parler, on est gêné. Donc il faut être formé à ça pour être vraiment à l'aise et du coup avoir vraiment une démarche d'inclusion de public en situation de handicap. Donc ça, ces clubs, ils existent, ils sont une vingtaine à l'échelle de Paris, la Seine-Saint-Denis, je vous le disais. L'État a décidé de généraliser cette pratique à l'échelle de toute la France avec, je crois, un objectif de 3000 clubs d'ici 2024. On y croit, nous on va en tout cas accompagner le dispositif. C'est essentiel parce que quand on est en situation de handicap, on doit avoir une offre de pratique sportive qui nous plaît à proximité de chez soi. C'est vraiment ça l'objectif. On doit pouvoir choisir le sport qui nous plaît et on doit vraiment se lancer et aller pousser la porte d'un club. Encore une fois pour une question de santé, mais aussi pour une question d'inclusion, pour mieux vivre dans la société, se faire des copains autour de soi. Bravo à tous les 3, vous avez bien tiré sur la question qu'on n'avait pas préparée. Hein. Nickel. Question qu'on a un petit peu plus préparée peut-être, là je m'adresse en priorité à Marie-Jo sur un aspect strictement sport de haut niveau. Est-ce qu'avec les Jeux de Paris 2024, on va tout exploser? Est-ce qu'on va continuer ensuite à tout exploser et on sera encore meilleur en 2028? Je sais, bon, tout le monde ne le sait pas ici, mais cette jeune fille s'implique quand même de manière très sympa vis-à-vis de la jeune génération d'athlétisme pour rencontrer des gamins de l'équipe de France junior, espoir et ainsi de suite, pour essayer de leur passer la flamme et puis de leur dire que c'est quand même, il faut être... Enfin, j'imagine que tu leur dis que le sport de haut niveau, c'est pas une plaisanterie. Donc voilà, comment tu vois, c'est pas seulement que pour l'athlète, parce que là, ça risque pas d'être génial en 2024, mais ça va marcher comment quoi, pour les Écoute, Français? surtout, faut pas parler comme ça. Il y a Maillard derrière et ça va lui mettre une pression de dingue. Bon, lui, il fait partie des super champions qui savent supporter ce type de pression. Je sais pas. On va voir. Sincèrement, je pense que ça va être très dur pour l'athlétisme. Je pense que tu l'as souligné. À vrai dire, moi, je n'aimerais pas être à la place de Maillard. Parce que quand on est en fait une tête de file comme ça et qu'on est attendu, c'est vraiment pas facile. Donc, je pense que ça va être quelque chose de vraiment de très très dur pour lui. Alors nous, ce qu'on fait, puisque l'athlétisme en fait traverse quand même
une période assez difficile. En fait, nous avons de très bons sportifs, mais je pense que si en fait la population s'attend à ce qu'on ait 4-5 médailles au JO, je pense que en fait on ne les aura pas. Je crois qu'il faut pas mentir en fait aux gens. Mais nous avons vraiment de très bons jeunes que nous préparons. En tout cas aujourd'hui, avec le programme Ambition 24. Depuis l'année dernière, moi j'accompagne avec la fédération en fait une quarantaine de jeunes sportifs. Et en fait, on espère que quelques-uns d'entre eux seront qualifiés pour les Jeux. Et puis, moi, je pense qu'aujourd'hui, on vise plus Los Angeles que Paris. Mais on aimerait justement que ces jeunes, en fait, qui touchent déjà en fait le haut niveau, de savoir ce que c'est que participer en fait aux Jeux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, à 20 ans, je suis allée voir comment ça se passait. Et 4 ans plus tard, je gagnais. Donc, en fait, il n'y a pas de champion. C'est pas quelque chose d'automatique. Ça se construit dans le temps. Et c'est pas toujours facile. Surtout, en fait, on a parlé tout à l'heure des jeunes aujourd'hui, en fait, qui ne font pas d'activité physique. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile en fait, de fabriquer, je ne sais pas si c'est le mot, mais de fabriquer en fait un sportif de haut niveau. Et là, je parle pour tous les sports parce que les gamins aujourd'hui ne grandissent pas comme nous. Donc, ça prend plus de temps parce que les gens ne bougent plus. Donc, en fait, ils n'ont pas développé en fait toutes les capacités qu'ils devraient faire en fait avant l'adolescence. Donc, c'est compliqué, voilà. Donc je pense que ça va être de très bons jeux, de très beaux jeux. Mais moi, j'ai entendu parler de 80 médailles. Je pense qu'on n'aura pas 80 médailles. Et moi, ce que je vais en fait inviter la population en fait à faire, en fait, c'est d'accompagner tous les sportifs, que ce soit le premier tour, le deuxième, le troisième. Il faudra vibrer avec eux parce que dans la vie, moi, j'en ai beaucoup des médailles, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà. Bon. J'ouvre une parenthèse, pour les accompagner, les sportifs, il faudra avoir des places, et les places, à partir du 1er décembre, vous pourrez vous inscrire sur une plateforme pour espérer ensuite tirer au sort. Ça, c'est une autre histoire. De manière plus, enfin toujours sur notre thème là, mais plus pas nécessairement sur le haut niveau, comment, après tous les 4 ans, il y a 200 000 gamins qui découvrent le sport aux Jeux Olympiques, ça a été mon cas il y a quelques siècles, et qui vont s'inscrire dans des clubs. Bon, c'est déjà quelque chose d'énorme. Là, on s'attend à ce que ce soit encore plus énorme. Est-ce qu'on est armé pour accueillir cette masse de jeunes qu'on attend? Est-ce qu'on a chiffré d'abord l'augmentation du nombre de licenciés? Est-ce qu'il y a les moyens? Bon, je vais prendre l'exemple au hasard du plus beau sport du monde, l'aviron. Mon club de Boulogne 92, ils ont un nombre limité de bateaux, ils ont un nombre limité de coachs pour vous apprendre et ainsi de suite. Enfin bref, c'est pas facile. Comment ça se prépare ça, Marie? Alors, toutes les fédérations, aujourd'hui, ont un objectif pour 2024. Elles ont tout un plan stratégique, ou en tout cas celles qui sont à le programme des Jeux. Donc, elles sont fixées un objectif quantitatif. Donc, je ne le connais pas, je n'ai pas consolidé le chiffre, mais peut-être que le comité olympique le connaît. Ça, c'est sûr. Après, il y a aussi la problématique que vous évoquez, qui est celle de l'équipement sportif. Si on veut développer et accueillir plus de monde, comment faire? Donc, là-dessus, il y a deux leviers aujourd'hui pour développer la pratique loisir, puisque c'est celle-là dont on parle aujourd'hui. On parle de faire du sport dans une dimension plus loisir que compétitive. Et de toute façon... Et chez les jeunes aussi. Hein. Pour aller à la compétition, on passe parfois par de l'initiation du loisir. Il faut bien passer par là. Donc, il y a la création de 5000 équipements sportifs. Aujourd'hui, il y a des crédits qui sont à l'attention des collectivités, des fédérations, pour créer des équipements sportifs de proximité, donc qui sont plutôt des équipements de petite taille. Donc, vous avez la fédération de dojo, par exemple, qui crée des dojos solidaires au pied des immeubles, dans des vieux gymnases, pour proposer des pratiques partagées, d'ailleurs, avec la boxe, le taekwondo, les
sports de combat. Vous avez aussi des murs d'escalade qui sont en train de fleurir dans le pays sur cet appel à projet de 5000 équipements sportifs. Mais il y a aussi un autre levier qui est intéressant, qui est celui de l'ouverture des collèges et des lycées qui ont souvent de beaux équipements sportifs, mais qui sont fermés le soir et le week-end. Et là, du coup, dans le cadre du label Génération 2024, avec l'Éducation nationale, on pousse les établissements scolaires à ouvrir leur établissement le soir et le week-end au club pour avoir ce label Génération. Donc ça, c'est indispensable parce que ça ne coûte pas d'argent, c'est juste un petit coup de nettoyage, un petit coup de gardiennage et c'est tout. Croyez-moi, c'est pas si facile parce que, voilà, on dit ça, ça a l'air d'être une évidence, mais convaincre des proviseurs, de cités scolaires, d'ouvrir leur établissement le soir et le week-end à des clubs, il y a encore un peu de boulot. Donc, on fait connaître cette mesure, on pousse, les collectivités jouent le jeu. En tout cas, c'est un levier important. Et puis, évidemment, aujourd'hui, il y a des programmations. L'ANS fait un gros travail de rattrapage territorial pour qu'effectivement, il y ait une équité territoriale sur les équipements à la faveur des Jeux, parce qu'on sait qu'il va y avoir plus de licenciés. Et c'est une très bonne chose, on s'en réjouit. On a parlé des gamins, on a parlé de la situation, enfin des gens qui travaillent et ainsi de suite. On n'a pas parlé, et là j'ai vu que dans la salle il y avait mon vieux confrère Maurice Terpé qui était ici. On n'a pas beaucoup parlé de... quand j'étais gamin on les appelait les vieux, on les appelle les seniors. Moi aujourd'hui je dis que c'est les petits jeunes, mais les petits jeunes de 60 ans et plus, de quelle manière justement on peut... voilà, Paris 2024, ça va. Est-ce que le sport c'est aussi fait pour eux? Comment on les attire? Et je ne vais pas demander si c'est bon pour la santé, docteur, mais vous allez me dire que oui. Voilà. En quoi c'est important? Dans ma ville de Revel, et après j'arrête de parler parce que vous en moquez un peu, c'est eux les principaux intervenants, mais il n'y a pas très longtemps, Revel, Haute-Garonne, Terre de Jeux, ils ont fait une découverte des sports pour les plus de 60 ans. Et il y a pas mal de gens qui sont venus se dire, c'est bien de marcher sur la rigole, mais on peut aussi faire ceci, cela. En quoi c'est important donc, de faire du sport après 60 ans? Et qu'est-ce qui est mis en place aussi pour ces petits jeunes? Alors c'est essentiel, vous allez voir toujours pareil, quelques chiffres qui ne sont pas en faveur de la France. L'espérance de vie totale, qui d'ailleurs est en train de baisser, je ne sais pas si vous avez écouté la radio hier et aujourd'hui, l'espérance de vie dans le monde est en train de baisser, et ce n'est pas dû qu'au Covid. Les Américains, leur espérance de vie baissait depuis 2-3 ans, avant la Covid, et donc bon, peu importe, l'espérance de vie totale, c'est à peu près 82 ans, 84 ans en France. En Suède, c'est 82 ans, 84 ans. Donc on se dit, on est les rois du pétrole, on est aussi bon que les Suédois. Les Suédois, c'est au niveau de transition énergétique, ils sont au top. Bon. Et après, on regarde l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que j'ai rien qui me limite pour faire ce que j'ai envie de faire. France, 64 ans. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans, l'espérance de vie en bonne santé en France, c'est 64 ans. En Suède, c'est 71 ans. 7 ans de plus. Ça veut dire que de faire de l'activité physique me permet de faire 7 ans de plus que j'ai envie de faire. Tout simplement parce que quand je vieillis, et j'en sais quelque chose, notre masse musculaire diminue. Ça s'appelle la sarcopénie, peu importe, et on ne s'en rend pas compte parce que c'est remplacé par de la graisse. Ce qui fait qu'on a toujours la même taille de pantalon, mais en fait, il n'y a pas la même chose dedans, si je peux dire. Donc, si je ne bouge pas, je vais favoriser ça. De bouger va limiter les effets négatifs physiologiques du vieillissement. Et la pire des choses, c'est la perte d'autonomie. La perte d'autonomie. C'est pour ça que je dis toujours aussi à mes jeunes, si jamais vous aimez votre grand-père ou votre grand-mère, arrêtez de leur dire « papy, mamie, n'en fais pas trop ». Ou alors, si vous leur dites ça, c'est que vous visez l'héritage. Mais normalement, on ne doit pas dire ça à une personne âgée. Une personne âgée, il faut qu'elle bouge. Si elle veut desservir, on peut l'aider, ça s'appelle la politesse, mais il ne faut effectivement pas l'interdire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en tête. Ah oui, mais tu te rends compte à ton âge. Ça, combien de fois j'ai entendu ces choses-là. Et justement, à ton âge, il faut que tu bouges plus. C'est un autre message. Il nous reste à peu près 3-4 minutes, donc je vais demander 2 réponses très courtes pour terminer. L'avant-dernière à Marie. Paris 2024, ils font 200 000 tonnes de... 200 000 initiatives, un petit peu dans tous les sens. Tout à l'heure, tu me parlais de, je ne sais plus, les carnets 2024, enfin pour les gamins, pour tester différents sports. Est-ce que sur le site de Paris 2024, on peut trouver facilement comme ça toutes les activités, toutes les actions que mène le secteur héritage?
Oui, sur évidemment notre site internet paris2024.org, mais pour tout ce qui est la jeunesse, qui s'adresse à la jeunesse, vous avez aussi génération2024.org, et là vous avez énormément d'infos sur tout ce qu'on peut proposer, notamment pour la communauté éducative, les éducateurs de clubs, c'est extrêmement intéressant. Et puis vous avez aussi le fonds de dotation paris2024.org, tout ça, les liens sont sur notre site quand même, qui valorise toutes les actions que nous accompagnons financièrement d'innovation sociale par le sport, et il y en a bon nombre qui accompagnent la pratique sportive des seniors, Marc. Donc je t'encourage à aller regarder. Ok, d'accord. Génération1960.org, on va dire. Bon, et puis le mot de la fin, juste à Marie-Jo. Allez, on va faire simple. Et puis, si tu avais un message aujourd'hui à délivrer à la génération 2024, pas la génération 1960, sur ces Jeux Olympiques qui arrivent là, ce serait quoi? Profitez-en, amusez-vous, découvrez le sport, ce serait quoi? Alors, si j'avais un message, mais en fait, je dois avoir un message pour la jeunesse, ben moi, je leur dirais en fait que c'est un événement planétaire. C'est le seul événement où en fait, ils vont tous se retrouver dans un lieu. C'est un événement où en fait, on peut discuter de politique, on peut discuter de religion en fait avec son voisin, sans pour autant se fâcher. En fait, dans un village olympique, en fait, les gens se retrouvent, ils vivent ensemble, c'est le partage. Enfin, en fait, moi, ce sont toutes ces choses en fait que j'ai vécues plusieurs fois puisque je les ai fait plusieurs fois. En fait, j'ai l'impression que c'est le seul lieu où, en fait, on se dit que le voisin, la voisine, en fait, c'est mon frère. En fait, j'ai l'impression que c'est une grande famille. Et alors moi, ce que j'ai envie de leur dire, en dehors de faire une belle performance, ça serait en fait de montrer cet exemple en fait au monde, parce qu'on a envie que le monde, que ce soit tout simplement une grande fraternité, quoi. Enfin, que les gens se donnent la main, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Enfin, aux portes de l'Europe, il y a la guerre, il se passe des choses très très dures dans le monde, et je pense qu'on a, en fait, on a le devoir de vendre du rêve en fait aux gens, de vendre du rêve en leur disant mais prenez exemple, donnez-vous la main, aidez-nous les uns les autres. Moi, je pense que le sport, les jeux, en fait, doit transpirer cela. Voilà. Bon, il me reste à remercier 3 personnes et puis les spectateurs qui ont séché les demi-finales des championnats du monde d'aviron pour venir suivre cette table ronde. C'est un bel effort, je vous en félicite. Et puis on va remercier Marie-Josée, on va remercier le docteur Carré, on va remercier Marie Barzac également du temps que vous nous avez consacré. Merci. Et merci à vous d'avoir ouvert le bal avec nous de Demain le sport. Alors on s'est posé une question, la France est-elle une nation sportive ou compétitive, ou plutôt comment faire de la France, on l'a compris, une nation à l'avenir sportive et compétitive. Merci encore donc à Marie-Josée Pérec, merci à François Carré et merci à Marie Barsac. Merci aussi à vous, Marc Ventouillac de l'équipe qui a donc animé cette première table ronde. Je vous donne rendez-vous à 11h25 très exactement pour la deuxième avec notre consoeur de France Télévisions, Cécile Gray. On va se poser la question cette fois-ci du sport, alors pas comme sport essentiel dans notre société et aussi pour la santé, mais plutôt la question du danger dans le sport et notamment dans les sports de contact, la question de la commotion cérébrale. À tout à l'heure.